Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Pour être bien, parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Amanda, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai comme invité Amanda Castello qui va se présenter, qui est juriste spécialisée en droit international, public, et puis en sciences politiques. Mais ce n'est pas tout puisque tu es auteur et surtout spécialisée dans l'accompagnement du deuil. Et on va parler de ton dernier livre qui est plus, je pense, un journal qui s'appelle Le Second Souffle. Tu vas nous en parler davantage, mais d'abord te présenter. Et puis, comment on passe de juriste au deuil? Comment tu as osé peut-être franchir ou ça a été naturel? Enfin voilà, il y aura pas mal de questions. Je te laisse la parole avec plaisir, Amanda. Bien, merci beaucoup Laurence et puis merci de cette invitation et puis merci à tous celles et ceux qui vont nous suivre durant cette rencontre que nous allons avoir aujourd'hui. C'est vraiment pour moi un grand plaisir d'être ici parce que je crois que tous les témoignages que nous pouvons porter sur les différentes expériences que chacun et chacune d'entre nous vivent, naturellement, ce sont des messages de vie. Je dois dire que parfois les gens me disent, mais vous n'êtes pas fatigué de parler toujours de mort, de mourir, de deuil, d'accompagnement à la fin de la vie, mais je dis justement parce qu'on affronte ces thèmes, plus on les contacte, disons, directement, plus on les vit, plus on les partage, et plus je crois on apprécie beaucoup plus la vie et plus on donne de la valeur à cette expérience extraordinaire que nous sommes en train d'expérimenter sur cette terre, qui est donc la vie. Oui. Donc la vie, ça veut dire partage, ça veut dire écoute, ça veut dire attention à l'autre. Et bien sûr, quand on fait un parcours comme celui-ci, eh bien, on s'interroge constamment sur soi-même parce qu'on ne peut pas aider les autres sans s'aider soi-même. Hein, je crois qu'il y a un vieux proverbe qui dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je pense que c'est ça. Il faut comprendre qu'en fin de compte, on parle des autres, mais en même temps, on parle de soi. C'est-à-dire, on vit une expérience, on traverse des épreuves, on arrive à les transformer. C'est pas toujours facile, bien sûr. C'est plutôt exactement, ce n'est jamais facile de passer des épreuves, quelles qu'elles soient. Mais quand on arrive à les transformer, eh bien, ça devient ton propre patrimoine, quelque chose sur lequel tu renforces ton assise et donc qui te permet d'aller beaucoup plus sereinement et solidement dans cette vie et donc de faire probablement ce pourquoi on est venu ici. Voilà. Certainement. Et puis, si je peux rebondir, parler de la mort est quand même un sujet assez tabou. Les gens ont peur de parler de la mort. Et je trouve que en parler, c'est aussi s'apprivoiser à cette idée. C'est démystifier aussi quelque chose. Enfin, ma grand-mère avait très très peur de mourir et je me souviens qu'on avait de grandes discussions par rapport à ça. Et je trouve très beau que tu en parles autant parce que ça me donne cette notion-là. Alors, c'est peut-être une notion erronée, mais en tout cas, c'est celle qui émerge en moi. Mais je crois que la peur de la mort, qui est la peur de notre finitude, c'est quelque chose qui est intrinsèque au type de société dans laquelle nous vivons. J'ai beaucoup voyagé dans tous les continents et je dois dire que par exemple dans la culture asiatique en général, on intègre beaucoup plus la fin de la vie comme un élément tout Tout à à fait. fait normal. Oui. Et avec les sociétés traditionnelles ou les peuples premiers avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, la mort, c'est un moment de passage. Tout à De la fait. même façon que la naissance est un passage, au lieu d'avoir une vision linéaire comme la nôtre, c'est-à-dire un point de Mm. départ, une ligne qui monte, qui descend, etc., et un point d'arrivée, et après peut-être, bien sûr, en fonction des croyances de chacun, l'ouverture vers quelque chose d'autre, que ce soit le paradis ou autre chose, quelle que soit l'obédience vers laquelle on s'identifie, alors que chez les peuples premiers, il y a cette vision circulaire qui est vraiment beaucoup plus, à mon avis, équilibrée et beaucoup plus rassurante. C'est-à-dire que chez les peuples premiers, on a la conscience chaque fois que l'on est à quelque chose, on meurt à quelque chose de précédent. C'est-à-dire que quand on est à la vie physique, ça veut dire que l'on quitte le monde des esprits, donc on meurt à cette situation précédente pour rentrer dans cette vie. Quand l'enfant tout petit met les premières dents, eh bien, il meurt à son état de nouveau-né pour naître donc à ce nouvel état qui est celui de la petite enfance. Quand la petite fille va avoir ses premières règles, elle meurt à son état de petite fille et d'enfant
pour rentrer dans la nouvelle vie qui est celle de la vie d'une femme qui deviendra, donc qui sera en condition de procréer, de reproduire la vie. Et puis quand elle arrive à la ménopause, puisque là on parle vraiment du côté féminin, quand elle arrive au moment de la ménopause, eh bien elle meurt à son état de femme qui est capable de reproduire la vie et elle entre dans un nouvel état qui est l'état théoriquement de la sagesse, de la réflexion. Et donc c'est encore une transformation. Et chaque fois, on a cette évolution qui passe au niveau physique, mais aussi au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Et donc, c'est ça la différence en disant entre une vision linéaire qui parfois est assez pénible et qui est donc est chargée de peur, Tout à alors fait. que dans cet autre type de vision que moi j'apprécie énormément, de par cette expérience que j'ai vécue avec ces peuples, eh bien, c'est beaucoup plus dans la normalité, donc c'est beaucoup plus naturel. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Ça ne veut pas dire que la perte d'un être cher ne pèse pas pour ceux qui survivent, qui sont encore dans cette existence terrestre, mais ça veut dire qu'elle est beaucoup plus facilement acceptée. Tout On à est fait. dans l'acceptation d'un changement d'état. Voilà. Oui, parce que je me souviens au Mexique, j'ai eu beaucoup de conversations parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision, la même culture par Bien rapport à la sûr. mort. Et beaucoup me disaient, je suis allée pour la fête des morts et c'est la fête, c'est vraiment quelque chose de sublime et tellement en opposition à ce que l'on peut vivre ici pour la fête des morts. Et les gens disaient, mais non, on est heureux, pas de la perte, mais que la personne soit partie pour un monde meilleur. Et moi, pour avoir fait une EMI, quand j'avais 25 ans, je n'ai jamais été aussi sereine qu'au moment de où j'étais morte en quelque sorte, hein, sur cette table d'opération. Et je n'ai jamais retrouvé cette sérénité. Et par contre, ça m'a transformée parce que j'aspire à cette sérénité. Et puis évidemment, je n'ai absolument pas peur de la mort. J'ai peur de souffrir, j'ai peur de laisser mes enfants, mais je n'ai pas peur de la mort, ce qui est très différent. Et je me suis beaucoup intéressée depuis toute jeune aux travaux d'Elisabeth Kübler-Ross, puisque je te disais en aparté, à 14 ans, je lisais les livres d'Elisabeth Kübler-Ross, qui est déjà une belle ouverture sur tout ça. Elle a fait des travaux magnifiques. Donc, je suis vraiment ravie de parler de tout ça avec toi. Mais j'avais une question, Amanda. Donc déjà, Amanda, qui es-tu? Et comment on passe de juriste à auteur spécialisé sur l'accompagnement du deuil? C'est vrai, j'ai glissé sur la Non, question. non, mais tu es allé Posée. directement dans ta passion et je peux l'entendre. Oui, 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 oui. Bon, eh bien, écoute, oui, c'est juste. Donc, je crois que voilà, on a tous un destin, non? On a tous une ligne qui nous porte vers quelque chose qui, voilà. Donc, moi, je suis partie pour faire des études de juriste en droit international public et en sciences politiques, avec cette vision d'essayer d'utiliser donc le droit international pour essayer d'éviter les violences et les injustices, et donc de me mettre au service voilà, d'un concept que j'avais très fort, qui était la lutte contre l'injustice depuis toute petite. Et puis de là, j'ai bien sûr obliqué, ça a été une espèce de, pas de déviation, mais de complémentarité avec des études psychologiques, parce que pourquoi la psychologie jungienne pour être un peu plus précise, parce que étant une grande idéaliste, j'avais une très forte attirance pour l'Amérique latine, et puis donc c'était l'époque héroïque, disons, des grandes luttes qu'il y avait en Amérique latine, des luttes comme pour le droit et la justice. Et donc, c'était l'époque où l'Amérique latine était dévastée par des quantités de dictatures civiles ou militaires. Et donc, je suis partie en Amérique latine et donc j'ai travaillé, je me suis engagée, c'est une vieille idéaliste, donc je me suis engagée auprès des peuples, auprès des associations qui travaillaient en Amérique latine. Donc, j'ai travaillé avec les mères et les grands-pères, les grands-mères de la Place de Mai en Argentine, qui cherchaient leurs enfants qui avaient été enlevés, prélevés par la dictature argentine. J'ai travaillé avec les femmes au Guatemala et au Salvador. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que travailler, ça voulait dire être sur le terrain. Ça voulait dire être, par exemple, avec les femmes au Salvador qui allaient tous les jours au bord des rivières pour essayer de retrouver une boucle d'oreille, une chaussure ou quelque chose, un foulard qui pouvait avoir appartenu à un de leurs enfants ou de leur mari ou enfin de leurs proches qui avaient été enlevés par les escadrons de la mort. Et donc, je me suis trouvée très naturellement engagée dans ce domaine-là,
donc au contact de la mort et de la souffrance, et ensuite pour la récupération des personnes qui avaient été victimes de la torture et qui devaient retrouver une identité non seulement physique, mais aussi mentale, psychologique, redonner un sens à leur vie. Donc j'ai glissé très naturellement des études juridiques aux études psychologiques et à une pratique directe sur tout ce qui était lié à la mort, à la souffrance, à la récupération de la dignité de la personne sous toutes ses formes. Voilà un petit peu ce qui s'est, quel a été le parcours logique. Et puis ensuite, bon, ben de là, je me suis bien sûr engagée au niveau des Nations Unies, donc au niveau des organisations non gouvernementales. Il y a eu la fameuse décennie pour les droits de la femme, où donc j'ai participé aux différentes réunions internationales en tant qu'ONG. Et bien sûr, aussi bien au niveau des femmes qu'au niveau des enfants qu'au niveau des adultes. Et puis de là, petit à petit, eh bien, c'est vrai que c'est le fil rouge, en fin de compte, qui me porte depuis très jeune à avoir toujours ce sens de la justice qui me stimule et qui fait que je ne peux pas rester Oui. indifférente ou me dire qu'il y a un sujet qui ne m'intéresse pas. Parfois, on me dit, mais vous travaillez en soins palliatifs, vous vous occupez de faire de la formation pour le personnel soignant, puisque je vais de la formation pour le personnel soignant, donc en hôpital, etc. Et donc, j'accompagne, donc je forme des médecins, des infirmiers, des psychologues, des bénévoles. Je viens de revenir là du Havre où j'ai fait une conférence et après une journée de formation avec le personnel soignant d'unité de mobile de soins palliatifs de l'hôpital du Havre et puis ensuite voilà conférence etc. Donc c'est un sujet qui pour moi est constant mais que je ne veux pas en faire si tu veux comme une espèce de voilà une étiquette que l'on mettrait Oui. sur la tête voilà Oui. expert en soins palliatifs expert en deuil. Je trouve ça abominable, ce monde des étiquettes. Et je suis incapable de ne pas réagir à d'autres situations de violence. Je me suis engagée pour le capitaine Paul Watson qui avait été arrêté au Groenland Oui. et j'ai envoyé des lettres, etc. C'est-à-dire que toute situation qui me touche dans son injustice au niveau des êtres humains, des animaux, de la planète, pour moi, ça ne peut pas être dissocié de mon travail principal, de mon activité principale au niveau. Puis je fais beaucoup de recherches sur la fin de la vie, sur ce qui se passe de l'autre côté du voile. Tu as vécu une EMI, donc tu comprends très bien ce que je veux Tout dire. à fait. Et donc, je continue à travailler. Je travaille avec d'autres experts, avec toutes les personnes, médecins ou anthropologues, etc., qui sont intéressés par essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, donc en faisant des expériences sur soi-même. Et puis, naturellement, bon, moi, je me suis formée aussi en hypnose régressive spirituelle. Voilà. Donc, c'est un très vaste sujet, mais voilà ce qui Oui. explique un petit peu comment est-ce qu'on peut passer d'études de droit Tout à fait. à s'occuper de Mais fin de la vie, de mort et de recherche. je te remercie beaucoup pour tous ces détails parce que ça paraît tellement naturel la façon dont tu l'exprimes, alors que si on le Oui, lit sur le papier, on se dit oh, comment on passe de ça à ça. Et, et puis, il n'est même plus question d'oser, tout s'est fait tellement naturellement. oui, J'imagine que tu ne t'es pas posé plein de questions, on sent ta non, passion, on sent le cœur t'emporter et c'est plus ça qui te fait aller vers plutôt que de dire et si j'allais là. non, oui, je vais. Voilà. Et J'ose, on a j'ose. ça en commun. Moi, Voilà. Oui, 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 et je crois j'ai que, tendance à foncer voilà. et me dire après, ouh là là, où tu es allé? Je crois qu'on Et va sur le j'espère. chemin qui est le nôtre. Voilà. Je Absolument, crois qu'il n'y a pas, absolument. tu sais, il y a pas d'héroïsme dans le domaine. Non, Parfois, on me dit, mais enfin, vous vous rendez compte, mais c'est pas épuisant, etc. C'est une question qu'on ne se pose pas. Parce non. que quand tu fais ce que tu sens être juste, Oui, on peut se tromper, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me tromper. Mais je crois qu'il faut pas rester assis devant le fleuve à se lamenter avec les deux mains en se disant est-ce que c'est juste, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'y vais, puis après on verra après. après, c'est pas une question de est-ce que c'est juste ou pas, on peut se tromper comme tu le dis. Mais bien C'est sûr, juste une question de pendant qu'on est dans cette action portée par ce cœur, Euh, peu importe le nombre d'heures qu'on y passe, c'est pas un travail, c'est pas fatigant. On se ressource de cette énergie qu'on reçoit en retour, oui, cette satisfaction de faire et de donner et d'apprendre. Et donc, oui, il n'y a pas de fatigue. Enfin, en tout cas, moi, je le vis pas de cette façon. Tout ce que je fais avec le cœur ne m'épuise pas. Et je pense que exactement. c'est le cas de beaucoup. C'est ce qu'on appelle ce flow, là. Ça arrive comme ça et ça porte énormément. Et je sens ce côté vraiment passionné et passionnant. Moi, l'image que je donne à mes patients quand on parle du deuil, c'est
c'est celle d'un bateau, tu sais, ces bateaux de croisière qui partent et à un moment donné, on ne les voit plus à l'horizon. Ils ont disparu de l'horizon, mais c'est pas pour autant que le bateau a coulé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le voir de la même façon, mais il est malgré tout encore là. Et c'est ça l'image que j'utilise le plus souvent pour faire comprendre ce que je veux exprimer à travers le deuil. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord. En fin de compte, c'est un voyage. Et puis, enfin, il ne faut surtout pas vouloir absolument ni tout expliquer, ni tout justifier. D'abord, c'est impossible parce que C'est ça un peu... serait un péché d'orgueil, comme on dirait, comme on disait autrefois. Voilà, il faut comprendre qu'il y a, avec humilité, tu vois, Laurent, je crois qu'on pense de la même façon, donc je me sens très très bien dans cet entretien avec toi parce que vraiment, on est sur le même filon, aussi bien intellectuel que de sensibilité, ce qui est vraiment fondamental. Mais tu vois, c'est un petit peu, je crois, je dis toujours que pour moi, la mère de toutes les qualités, c'est l'humilité intellectuelle, pas la fausse humilité ou la fausse modestie qu'on nous a enseignée. Mm. C'est-à-dire que quand on te fait un compliment, de dire mais non, alors qu'en fin de compte, on Mm. est bien conscient que ce qu'on a fait, c'était correct, c'était bien, c'était ce qu'il fallait faire. Mm. Mais on nous a enseigné cette espèce d'hypocrisie sociale qui fait que, alors, il faut toujours être le meilleur, il faut toujours être au sommet de l'affiche, alors qu'il faudrait avoir, au contraire, cette humilité intellectuelle. Ça veut dire, pour moi, avoir la conscience de nos limites. Mais Mm. en sachant qu'une limite, ça peut être déplacé. Je reprends toujours cet exemple. Quand j'avais 16 ans, je sautais à l'élastique et je faisais sauter à 1,20 m sans problème, en ciseaux, tu sais, voilà. Oui. Aujourd'hui, si j'essayais de sauter à 1,20 m en ciseaux, je crois que je vais me casser la figure, je vais me faire mal. Et ça va faire rire tout le monde. Bien. Ça veut dire que la conscience de ses limites, c'est savoir jusqu'où on peut aller Bien sûr. aujourd'hui, en Oui, sachant que demain, on pourra déplacer notre limite. Et quand on a conscience de ses limites, d'une part, on se protège soi-même et en même temps, on protège les autres. tout à fait. Et ça évite savoir cette espèce du syndrome du sauveur que nous connaissons bien, Oui, voilà, qui est de dire, moi, moi, je vais le sauver, moi, je sais ce qu'il faut faire, moi, je. Et en fin de compte, dans ces situations-là, souvent, et ça, je parle surtout pour les personnes qui sont des accompagnants, c'est-à-dire des personnes qui accompagnent un être cher et qui pensent qu'ils doivent le sauver à tout prix et qu'ils doivent tout faire mieux que les autres parce que eux savent, parce que les autres ne savent pas. tout Et à fait. donc, dans une situation comme ça, on a le risque de s'épuiser et donc perdre sa propre énergie et sa propre capacité d'aider l'autre, effectivement. Et en même temps, ce n'est pas correct. Oui, Donc, je pense que c'est ça, avoir la conscience de ses limites, c'est ça l'humilité intellectuelle. oui, Et oui, avoir la capacité de temps en temps de dire, j'ai besoin d'aide. oui, J'ai besoin d'aide en tant que patient, en tant que personne en difficulté, en tant que personne endeuillée, ou j'ai besoin d'aide en tant qu'accompagnant d'une tout personne à que je fait, suis en train d'aider et de suivre. tout à C'est fait. ça l'humilité intellectuelle. L'accompagnement des thérapeutes et des soignants me semble indispensable parce que ça permet aussi, ben, tu parles de curseur, de remettre le curseur à sa juste place Oui, oui. et de ne pas faire des transferts et de pas, voilà. C'est donc c'est génial, on pourrait parler des heures et des heures de tout ça, mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce dernier ouvrage, Le Second Souffle, parce qu'il peut apporter beaucoup d'aide à beaucoup de gens et on ne peut pas rester des heures et des heures sur la chaîne parce que les gens pourraient se lasser. Donc, pour garder l'intérêt, même si on pourra refaire des thèmes plus spécifiques, parce que je trouve ça hyper intéressant. Est-ce Très que tu peux volontiers. nous parler de ce journal pour réapprendre à vivre avec le deuil? Oui, ben écoute, je vais d'abord t'expliquer comment il est né parce que c'est Absolument. assez amusant. Donc, il y a 2 ans, j'avais sorti Calmer sa peine. Il est là, je ne sais pas si on Oui, je va le hmm. voir bien, voilà. Puis on va le voir peut-être à l'envers. Enfin voilà, Non, Calmer non, je sa vois tout peine. à fait Non, l'endroit. vous le voyez bien. Bon, parfait. Donc, Calmer sa peine, qui a d'ailleurs la préface du docteur Jean-Jacques Charbonnier, Hmm. qui fait beaucoup d'études dans ce domaine, et qui a été publié chez Le Lotus et l'éléphant, qui est donc maison d'édition du groupe Hachette. Et ça, il est sorti donc en 2023. Ce livre a été d'ailleurs traduit et publié en espagnol et en italien. Voilà. Donc il y a Bravo. déjà 3 langues et ça, c'est quand même très, très Oui. utile, très important. Et puis, tu sais, quand on va dans des conférences, etc., il y a souvent le libraire qui est là derrière avec la table et donc les livres.
Et donc, c'était très amusant parce que et ça s'est passé en Italie. Donc, c'était avec le livre italien pour une conférence en italien. Et donc, j'étais à côté du libraire et donc, je faisais les dédicaces aux personnes qui achetaient le livre au libraire. Et à ce moment-là, arrive une dame, alors c'est vraiment une petite histoire amusante, arrive une dame d'un certain âge qui me dit ah voilà, j'ai écouté votre conférence, je viens acheter le livre. Avec plaisir, madame, à quel nom? Je fais donc la dédicace et je lui dis est-ce que vous voulez que je vous en parle un petit peu? Est-ce que vous voulez qu'on en parle ensemble? Elle me dit non, 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 je vais vous dire, j'ai perdu mon mari, cette nuit j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, il me disait, va acheter le livre. Et je ne savais pas très bien, j'ai compris que c'était donc votre livre à la suite de la conférence. Bon, c'était une expérience assez sympathique et curieuse, mais je dis, mais c'est magnifique. Et alors, à côté d'elle, il y avait une dame, une amie à elle, beaucoup plus âgée, avec des cheveux blancs, et elle lui dit, tu devrais acheter ce livre parce que pour toi aussi, ça serait utile. Et cette dame dit, je ne peux pas l'acheter parce que moi, je ne lis pas de livres. Je ne sais pas lire un livre, ça me fatigue, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Et alors, je lui dis, mais c'est pas grave, madame, votre amie vous expliquera ce qu'il y a dans le livre qu'elle vient d'acheter. Et alors, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, voilà, Mm. il faut trouver une autre approche pour que les personnes qui n'ont pas envie de se plonger dans un essai, même si pourtant Calmer sa peine est un livre extrêmement clair que j'ai voulu avec des mots très simples. Il y a beaucoup de notes pour que les gens qui veulent approfondir la question d'une façon un petit peu plus poussée puissent trouver tout ce qui est nécessaire. Mais je ne voulais pas rentrer ça, toutes les informations à l'intérieur du livre pour que ça soit accessible. Et il y avait 30 protocoles dans ce livre. Donc c'est quand même quelque chose de très utile, très pratique. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut écrire un livre sous une autre forme. Et c'est là que j'ai conçu un journal de deuil. Mais pas un journal, il y en a beaucoup, des journaux de deuil, carnet de deuil. Ça, il y a un petit peu de profusion dans ce domaine. Tout à fait. Mais ça me paraissait un petit peu, enfin, j'en ai vu beaucoup, mais c'était pas ce que je voulais faire. Et donc, je voulais que ce soit comme un thérapeute à la maison, comme un coach personnel. Je voulais que ce livre soit quelque chose de très doux, que ce soit plus une béquille pour marcher ou un bâton pour marcher, que ce soit vraiment enveloppant. Et donc, j'ai conçu ce livre qui s'appelle donc Le Second Souffle, voilà, qui est Oui. un livre important, qui est, voilà, avec, mais il a des quantités de très, très belles illustrations Mhm. qui sont faites par une illustratrice italienne. Et ce livre a naturellement aussi, tu vois, regarde, voilà, c'est vraiment C'est un c'est petit peu, très ouais, très beau, c'est là très où onirique. Mm. Tout Voilà, à fait. c'est très onirique comme, comme présentation. Ouais, Et ouais. il y a dans tout ce travail, tu vois, tu as 52 semaines. 50, il y a des espaces où la personne peut écrire, où la personne peut coller une photo, voilà, tu vois, c'est très très beau, peut coller une photo, peut coller une Mm. mèche de cheveux, voilà. Ouais. Et donc, ce livre, qui est donc sous la forme d'un journal, permet à la personne, chaque semaine, il y a un thème. Donc, il y a une préface importante qui est faite par un philosophe, le professeur Damien Le Goët, qui est un philosophe qui travaille aussi, qui enseigne à Jeanne Garnier, donc qui s'occupe de soins palliatifs, de deuil. Et il y a donc chaque semaine un thème. Il y a 52 semaines, ça fait un an, hein. Ouais, tout à fait. Et il y a un thème qui sont des sujets que l'on affronte quand on est en deuil. Mm. Parce que quand on parle du deuil, il faut voir que, c'est ce que je disais l'autre jour dans la conférence au Havre, et puis après je me suis trouvée au Salon du Livre de Courtrai, en Seine-et-Marne, et on a fait une table ronde avec des personnes que certainement tu connais, qui le thème était la résilience. Eh oui. Et donc, chacun de nous, hein, moi je parlais de la résilience par rapport au deuil. Il Ouais. y avait Thierry Beccaro, que tu connais certainement, qui a écrit des livres puisqu'il a subi des maltraitances toute son Oui. enfance. Donc, il a parlé de la maltraitance de l'enfance et comment il avait réussi à transformer cette maltraitance en quelque chose de positif. Donc, Mm. Thierry Beccaro, qui est très connu certainement par de très nombreuses personnes, qui est un homme d'une gentillesse extrême, un homme très doux. Il y avait Frédéric Zeytoun,
qui est en chaise roulante depuis très très longtemps et qui est un spécialiste de la musique et qui a parlé donc qu'est-ce que ça veut dire aussi la résilience par rapport au handicap. Et puis il y avait un autre auteur qui s'appelle Marc Welinsky qui a écrit un livre également sur ces jeux. Voilà, et on s'est trouvé donc à se confronter sur une table ronde en Seine-et-Marne sur le sujet de la résilience dans différentes épreuves que peut vivre une Mm. personne. Et donc, c'est comme toujours quand on fait une chose comme ça, comme peut-être quand on fait une interview avec toi, par exemple, bien, les personnes se rendent compte que, voilà, qu'un livre comme par exemple Le Second Souffle, publié aux éditions Guy et Daniel, eh bien, ça devient vraiment le livre dont on a besoin Tout à fait. pour s'appuyer, pour oser exprimer, pour oser dire. Parce que tu vois, quand on parle aussi du deuil, on pense parfois des choses très classiques, c'est-à-dire le deuil, bon voilà, j'ai perdu mon père, ma mère, mon mari, mon enfant, mon compagnon, ma grand-mère, etc. Mais ça va beaucoup plus, c'est beaucoup plus complexe. Oh Parce que oui. d'abord, nous vivons dans des sociétés aujourd'hui qui sont extrêmement complexes. On parle de familles recomposées. Or, quand tu as par exemple dans une famille un enfant qui vient de perdre sa grand-mère et qu'il a des demi-frères et sœurs, enfin, j'aime Mm. pas le mot demi, mais Oui, il y a d'autres qui viennent parce que le papa ou la maman s'est remarié, et donc sa souffrance ça, n'est pas partagée par les autres tout à fait. de cette Mm. nouvelle fratrie. Donc Oui. ça, par exemple, c'est des situations qui sont difficiles. Ou bien, pensons par exemple à la situation dans des cadres comme tu as un homme qui décède, il a une femme et une famille et des enfants, mais en parallèle, il avait une maîtresse, Tout à donc fait. un autre type de rapport. Et ces deux femmes ont des souffrances et vivent le deuil d'une façon différente, mais Tout qui ne à peut fait. pas être non plus manifeste, Mm. parce que la société n'est pas non plus prête à ce genre de situation. Pensons par exemple, moi je vais te citer le cas de patients que j'ai eu il y a longtemps, c'était à l'époque du sida, d'un couple homosexuel de deux hommes, dont le premier avait été rejeté complètement par sa propre famille parce qu'il était une famille de militaires. Son père Mm. était colonel et bien sûr n'a jamais accepté l'homosexualité de son fils quand il l'a su. Et il était donc en couple depuis des années avec un autre garçon. Et quand cet homme, ce deuxième, donc, a eu le sida et qu'il en est mort, il a été rejeté par la famille de son compagnon. Mm. Donc cet homme était complètement dans une situation de deuil Oui, traumatique, terrifiante, tout à parce fait. il n'était pas soutenu par personne. Oui, Donc quand on parle de deuil, tu vois, et puis oui, n'oublions pas qu'il y a des deuils aussi très violents comme le deuil, la perte d'un animal. oui, Et tout souvent, à c'est fait. un deuil qui est banalisé. On te dit, ben voilà, écoutez, vous n'avez Oui, qu'à en prendre un autre, vous n'avez qu'à aller au refuge, il y en a des quantités, oui, c'est vrai. C'est comme quand on dit à un jeune couple, vous avez perdu un enfant, mais vous êtes jeune, vous n'avez qu'à en refaire un autre. oui, C'est ce manque d'écoute, de mm, compréhension de la part de notre société qui banalise la souffrance oui. et qui juge. En fin de compte, nous devons nous comporter comme les autres, Oui. hein? Il C'est faut ce faire mot comme... Voilà. banaliser la souffrance. Oui, Moi, je me heurte, enfin, je suis heurtée très souvent par genre, je fais de la psychologie positive, je suis formée à ça, mais je me heurte souvent quand je lis des choses, ces injonctions à être positif absolument. J'avais lu un jour sur les réseaux, ah ben, si t'es pas heureux, tu le veux bien parce que t'as qu'à penser plus positif. Oui, mais ça demande d'autres étapes avant d'en arriver là, quoi. Et dans le deuil notamment. Et puis, on peut vivre un deuil même pour un objet qui nous est cher, quelque chose, un bijou par exemple, auquel on tient parce il est précieux sentimentalement, je ne dis pas matériellement, et qu'on vient à le perdre. Mais c'est un deuil à faire parce qu'on a toute une émotion derrière. parce que tout est chargé, Oui, hein? tout à Chargé fait. d'émotions. Regarde, par exemple, une des choses des éléments sur lesquels je travaille beaucoup, c'est sur les rituels. En fin de compte, nous oublions, parce qu'aujourd'hui, la mort fait peur, c'est ce qu'on disait au début de Mm, notre entretien. tout à fait. La mort dérange, parce qu'elle est considérée comme un échec de la part de la médecine, qui dit, ah ben alors, j'ai pas pu le sauver. On oblige, d'ailleurs, on crée un chantage avec le monde médical, sauvez-le-moi. Oui, Je crois que chacun fait ce qu'il peut, mais on en est toujours à ce rapport avec la peur. Et donc, si on a peur, eh bien, on essaye de cacher l'objet de notre peur. Alors, regarde par exemple autrefois, quand il y avait la mort de quelqu'un en ville, eh bien, il y avait l'espèce de grand rideau qu'on mettait sur la oui. porte cochère et tout le monde le savait. Et puis, il y Mm, avait un carnet, un livret à l'entrée où on pouvait laisser un petit mot, une condoléance sans même être
Aujourd'hui, non, il faut que ça soit fait très très vite, il faut que ça disparaisse, la mort doit Oui. disparaître. On vit dans cette société d'où nous sommes nous aussi victimes, hein. Moi, je me teins les cheveux parce que s'ils étaient pas, sinon, ils seraient pas de cette couleur. Je serais sur l'Immaculée Conception, n'est-ce pas? Euh, Bon, il vaut mieux toujours un peu rire de soi-même parce que si on se prend trop au sérieux, ça va pas. Mais on en est dans cette société de l'anti-age. On achète des produits anti-age, on lutte contre nos rides. J'ai rien contre parce que moi je fais pareil comme tout le monde. Mais c'est ça. En fin de compte, sous cette couverture artificielle de peut-être améliorer notre aspect, ce qui n'a rien de pécamineux. C'est pas honteux de vouloir avoir une meilleure apparence de soi d'abord pour soi-même et ensuite pour le reste du monde. Mais ce qui est inadmissible, c'est de punir, en fin de compte. C'est d'isoler, parce que quand on isole quelqu'un, on le punit. En fin de compte, on fait sentir coupable la personne qui vieillit, qui est malade, qui meurt et qui dérange. Mm. Et ça, c'est un gros problème de notre société. Oui. On ne prend plus le temps d'accompagner, on ne prend plus le temps de faire un rituel. Dans les campagnes encore, quand tu as un enterrement, les commerçants ferment la grille et descendent le rideau pour le temps du passage de la cérémonie. C'est une espèce de communication passive, mais quand même d'une forme de solidarité avec la famille de la Oui, personne qui est défunte, pour laquelle il y a une cérémonie, dans ce cadre, une cérémonie à la sortie d'une église, mais quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, c'est ça, on essaye de faire disparaître très vite, mais on peut faire disparaître peut-être le corps, on peut faire disparaître les rideaux de deuil, mais on ne peut pas faire disparaître la souffrance des personnes. absolument pas. Et Mm. c'est ça qui est très, très grave et très dommage dans notre société, c'est que on ne prend pas le temps d'écouter l'autre et puis de l'accompagner avec, avec tendresse. Parce qu'en fin de compte, moi je dis toujours aux personnes quand je fais quelques conférences ou autres, je dis, mais quand vous accompagnez une personne non-voyante, puisqu'aujourd'hui on ne dit plus aveugle, on dit non-voyant, c'est toujours pareil pour cacher une réalité, hein. On ne dit pas il est mort, on dit il est parti. Oui, d'accord. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit, surtout quand on dit ça à des enfants, parce qu'il est parti où? Et il est Mm. parti et pourquoi il m'a laissé là? Mm. Donc, il faut faire très attention, et ça, je le dis dans tout ce que j'ai écrit. Mais c'est ça, il faut reprendre le temps de l'écoute, mais la Mm. véritable écoute. Oui, Le temps, et je dis, oui, excuse-moi, je me suis interrompue, mais quand on accompagne une personne non-voyante à traverser la rue, on ne la prend pas par la main en courant à toute vitesse. tout à On fait. va à son pas, on va Oui. à ça, et on va là où elle veut aller. On lui dit, vous voulez Mm. aller où? Je vous accompagne, vous voulez aller où? On ne lui dit pas, vous devez aller dans tel endroit. Or, Oui, l'accompagnement, c'est ça. L'accompagnement, c'est être à l'écoute du désir, du besoin de l'autre et comprendre que ce n'est peut-être pas là où moi je voudrais qu'il aille, ce n'est peut-être pas là où je pense que ça serait mieux, mais c'est là où la personne, actuellement, aujourd'hui, en cet instant présent, est prête à aller. tout à fait. Et c'est ça qui est important, c'est se mettre à l'écoute, ça ne veut pas dire seulement avec les oreilles, mais c'est observer le langage du corps, c'est observer les émotions, permettre à ces émotions de s'exprimer et ne pas bloquer les émotions, ne pas Absolument. Puis bloquer un voilà, fleuve en crue. les accueillir pour mieux les comprendre et pour mieux les digérer Oui, ensuite. oui, oui. C'était cette étape indispensable. Mm. Amanda, merci infiniment pour tout ça. On pourrait t'écouter pendant des heures. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, peut-être, un conseil, enfin, j'aime pas ce mot de conseil, c'est juste un petit mot pour nos auditeurs, pour les aider peut-être, pour les encourager, Je crois que je retourne sur l'humilité intellectuelle. Je crois qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Et je crois que toute personne qui est dans une situation, mais pas seulement pour une question de deuil, il faut arrêter de vouloir se présenter comme Superman ou Wonder Woman. Mm. Il faut accepter nos faiblesses, nos limitations, qui sont souvent limitées dans le temps. Ça ne veut pas dire que Mm. parce que on va maintenant, on n'est plus comme avant. Non, on est en ce moment dans une situation de faiblesse et on a besoin d'aide. Et il Mm. n'y a pas de honte à demander de l'aide. Que cette aide, ça soit d'aller chercher un thérapeute ou que ce soit d'aller chercher une association, parce qu'il y a quand même de très Oui, nombreuses associations
magnifiquement formés. Bon, bah, j'ai été invitée par Jeanne Malve. Je travaille aussi avec Vivre son deuil. Il y a de très nombreuses associations qui sont en mesure, avec du personnel formé, d'aider, d'écouter surtout. Oui. Et puis, je crois aussi qu'il faut, voilà, bon, bah, il faut aussi se procurer Écrire. des livres, pour faire un petit peu de publicité pour le second souffle. Mais il y en a beaucoup d'autres. Mais enfin, il faut aller feuilleter un livre, hein. Oui. Et puis on voit si le livre vous parle. Un livre, ça se touche. On ne peut pas tout faire avec des livres en ligne. Non. Euh, il y a des livres qu'on peut, bien sûr, c'est très pratique. Mais je crois qu'il y a certains livres qu'il faut les avoir en main, il faut les toucher. Il y a un rapport physique avec le livre. Le livre, ça devient alors, oui, un compagnon, ça devient un support, un ami. C'est le confident. C'est en fin de compte le journal intime, c'était ça. Et il Tout à faut pas fait. confondre, le journal intime, c'est pas le journal des petites jeunes filles de 14 ans. Il y a de très nombreux auteurs qui ont écrit. Che Guevara pourrait écrire, on a écrit un. Einstein, on a écrit aussi. Enfin, il y a des quantités d'auteurs, hommes et femmes, qui ont écrit un journal intime. C'est-à-dire un journal où on peut exprimer ses émotions, ses expériences, ses doutes, ses questionnements, Ah, ses espoirs. moi, j'ai un journal depuis très très longtemps et chaque jour je pose mes émotions, mais pas que, je pose mes intentions, je pose mes Oui. idées, je pose. C'est vraiment important pour moi d'avoir ce moment et ça permet aussi de prendre beaucoup de recul et sur les émotions, mais sur ce que l'on a envie, toutes ces idées qui peuvent nous parcourir. Et c'est pour moi hyper important. Et puis oser être soi-même, parce que dans un journal, tu sais que personne ne te juge C'est parce que ça. c'est à toi, c'est Hum, ton journal. C'est A ça. priori, tu ne le fais pas lire. C'est parce Non. que parfois on me dit, mais moi j'ai un blog. Oui, mais le blog, c'est quelque chose de public. Hum, Donc, quand vous écrivez sur un blog ou un site, ben, vous faites attention à ce que vous dites parce que vous savez très bien que ouais. vous allez être lu. Alors que un journal intime, Hum. c'est vraiment le miroir, C'est le miroir l'intime, c'est vraiment devant soi. l'intime, ça Oui, porte ce nom. Ouais, ouais, oui. Et je pense que ça peut être une grande aide pour toutes ouais. les personnes qui sont en Oui, difficulté. oui, oui, oui. Ça, pour moi, l'écriture thérapeutique est quelque chose de Oui, vraiment, vraiment important de, pour justement accueillir ses émotions, parce que je suis contre le mot gérer des émotions. On gère un compte en banque, on gère un agenda, on ne gère pas une émotion, on l'accueille. on Et, la et laisse les- sortir. et enfin, l'écriture thérapeutique fait partie de cet accueil. Oui, Tout comme ton journal, hein, le son qu'on souffle, c'est une forme d'accueil de ce qui se joue dans le deuil. oui. Et, et c'est très important. Mais on pourra ça reparler de tout ça. En tout cas, merci Avec grand, beaucoup, Amanda. avec Quel plaisir. plaisir de te faire découvrir et de te découvrir en même temps. D'ailleurs, je remercie beaucoup Alice Quinn qui nous a mis en relation Oui, oui, pour oui, 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 ce oui, c'est une partage grande amie. passionnant. Et je te remercie d'avoir accepté et d'avoir autant partagé avec nous aujourd'hui. Moi, je retrouve mes auditeurs la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et en attendant, bah, prenez soin de vous. Et puis vous retrouvez Amanda bah, sur ses réseaux. Et je mettrai les liens de toute façon dans le descriptif. Parfait. Merci Bien, à merci beaucoup, Florence, pour tous. ton accueil. Et puis, merci à toutes celles et ceux. Et puis, s'il y a des questions, bien, j'aurai grand plaisir à pouvoir répondre à toutes les problématiques qui puissent surgir à la fin de cette entrevue. Merci beaucoup. Merci.